Bonjour à tous, une prochaine chronique sortira bien mercredi prochain sur Harry Potter, mais j'avais quand même envie de faire une petite chronique spéciale aujourd'hui. Alors voilà, ça fait plusieurs mois que je pensais faire une chronique méfiez-vous des chiffres, et je trouve en ce moment que le timing est plutôt bon. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble plusieurs exemples démontrant qu'il faut toujours se méfier de certains chiffres avancés, ou au moins bien les remettre dans leur contexte. Je tiens également à vous rassurer, il n'y aura normalement pas de calcul trop compliqué, et les exemples abordés seront relativement simples et vraiment d'actualité. Premier exemple qui colle vraiment à l'actualité, vous savez sans doute que certaines personnes positives au Covid-19 se sont révélées négatives avec un test. Tout simplement car la méthode de dépistage actuelle n'est pas sûre à 100%, en même temps aucune méthode n'est jamais sûre à 100%, mais illustrons avec un exemple. Imaginons un coronavirus touchant 1% de la population. Et imaginons également une technique de dépistage fiable à 99%, ce qui signifie que sur 100 personnes testées, le résultat affiché, qu'il soit positif ou négatif, est le bon pour 99 personnes. Cela paraît, de prime abord, une technique de dépistage plutôt fiable. Prenons une population de 100 000 personnes, c'est beaucoup plus simple pour les calculs, et imaginons que tout le monde se fasse dépister. Parmi les gens effectivement infectés, les 1%, même si on ne le sait pas, le dépistage est plutôt efficace, même si 10 malades ne sont pas détectés. En revanche, parmi la population non infectée, avec une fiabilité de 99%, le test révèle à tort 990 malades. Vous commencez à voir le gros problème de ce dépistage? On se retrouve donc avec 1980 personnes données comme malades, alors que seulement la moitié d'entre elles le sont réellement. D'où l'importance des chiffres derrière la virgule. Il y a une très grande différence entre un dépistage d'une fiabilité de 99% avec un dépistage d'une fiabilité de 99,9% ou encore 99,99% de fiabilité. Avec un test à 99% de fiabilité, on se retrouve donc avec seulement 50% des personnes dites malades qui le sont effectivement. Alors qu'avec un test à 99,99%, on se retrouve avec approximativement 99% des personnes dites malades qui le sont effectivement. Bien entendu, ces données varient en fonction du pourcentage de contamination de la population. Cet exemple a pour but de vous démontrer que lorsqu'on dit qu'il faut tester tout le monde, c'est bien, mais encore faut-il avoir une méthode de dépistage déployable en quantité monstrueuse et avec une excellente fiabilité. Méfiez-vous des 99%. Donc si on se met à tester l'ensemble de la population avec un test PCR qui n'est pas fiable à presque 100%, on va se retrouver avec des quantités monstrueuses de faux négatifs et de faux positifs et on ne sera nullement avancé. Continuons maintenant avec un autre exemple et on va rester encore dans le thème de la pandémie, mais vous allez voir que ce mécanisme de déguisement des chiffres est applicable à beaucoup de domaines. Imaginons qu'il y ait 100 000 personnes contaminées par le Covid-19, avec un rythme d'à peu près 1000 nouveaux cas par jour. Et imaginons que le soir au journal télévisé, on vous dise le nombre de nouveaux cas a doublé en 24 heures avec une augmentation de 100%. Ou sinon on peut vous dire la pandémie a seulement progressé de 2% en 24 heures. Je peux vous affirmer que le second message résonne de manière un peu moins apocalyptique que le premier, alors que pourtant, derrière, ce sont exactement les mêmes chiffres. Vérifions ça avec le tableau. On était donc parti d'un rythme de 1000 nouveaux cas par jour. Ce jour-ci, on enregistre 2000 nouveaux cas en 24 heures, soit une augmentation effectivement de 100% par rapport à hier, et donc un doublement du nombre de nouveaux cas. Et dans la seconde phrase, on annonce que la pandémie a progressé de seulement 2%, soit 2000 nouveaux cas, ce qui est exactement la même chose. Après, il ne faut pas oublier que le mot « seulement » dans la seconde phrase est une manière littéraire de minimiser l'impact, mais ce sont des stratégies régulièrement utilisées par des journalistes ou des politiques qui veulent soit faire du sensationnel ou soit apaiser la situation. Ces mécanismes sont d'ailleurs fréquemment utilisés lorsqu'on aborde les chiffres du chômage, par exemple. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Il y a quelques années, j'avais lu un article qui disait « La sécurité sociale a creusé son déficit de 1,5 milliard d'euros ». Dit comme ça, je me suis dit « Waouh, c'est énorme !» Mais j'ai recherché en parallèle le budget annuel de la Sécu, qui est entre, en fonction des années, 450 et 500 milliards d'euros. Et là, on se dit que 1,5, ce n'est plus si énorme que ça. Ça représente à peine 0,3%. D'où l'importance de remettre les chiffres dans leur contexte et de se méfier des affirmations absolues. Voilà encore un tout petit exemple qui montre que parfois la façon de présenter des chiffres est plus importante que les chiffres eux-mêmes. Voilà, j'espère que cette toute petite chronique vous aura plu et vous permettra également de prendre un petit peu de recul lorsque vous verrez des chiffres tape à l'œil aux infos. Après, attention, je vous dis pas de vous méfier de tout le temps, mais simplement de remettre des chiffres dans leur contexte pour pouvoir mieux les apprécier. En attendant, on se dit à la prochaine, donc à mercredi, portez-vous bien et à bientôt.